Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus raisonné. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Benjamin Bannone. Benjamin, c'est le papa qui révolutionne le quotidien des parents, car c'est le créateur du biberon français. Le super trio de biberons gigognes qu'on empile et qu'on dépile à volonté pour gagner de la place dans le sac à langer, les voyages et même à la maison. Les engagements de Benjamin, créer un biberon gain de place, mais surtout le fabriquer à 100% en France et avec des matières respectueuses de nos bébés et de la planète. On vous emmène à la rencontre de ce papa entrepreneur qui a plus d'un tour dans son sac. Bonjour Benjamin. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast de React. Merci de me recevoir. Merci à toi. On est très content de recevoir le Biberon Français, qui est une très jolie marque française de biberons en plastique et en verre. J'aimerais te demander d'où vient cette passion pour les biberons, mais surtout, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui et comment tu as eu l'idée ? Alors, disons que le projet du biberon français, on va l'appeler ma crise de la quarantaine. Moi, j'étais manager dans une grosse boîte, tout allait très très bien. Et en 2014, je suis audioprothésiste et ingénieur acousticien de formation. Ils m'ont payé un executive MBA dans une école de commerce assez prestigieuse à Paris, qui s'appelle l'ESSEC. Et moi, pendant que j'étais là, au lieu de me préparer à prendre la direction de la boîte dans laquelle j'étais, je rêvais à nouveau de redevenir entrepreneur parce que j'ai eu la chance très très jeune d'être à mon compte. À 21 ans, j'avais été déjà à mon compte. Et donc, j'avais ce brevet des biberons gigognes qui traînaient dans un coin chez moi. Et donc, j'ai décidé de le réactiver, de me mettre un peu en danger. Parce que quand on quitte une grosse boîte et qu'on démarre, c'est évidemment un risque. Et soutenu par ma femme à 100% qui m'a dit « Mais vas-y, tu es en train de te faner, tu t'ennuies, je le vois bien. » J'ai décidé de lancer l'aventure du biberon français. Alors, comment l'idée est venue ? Un voyage en Italie en 2011 avec notre premier enfant. Ma femme et moi, on est partis en vacances et on a pris un sac rempli de biberons. Et je me suis dit, c'est pas possible, on trimballe de l'air, on est en train de payer un billet d'avion à des biberons remplis d'air. Et une nuit d'insomnie, j'ai dessiné sur le petit calepin oui-oui de mon fils les premiers biberons poupées russes qui allaient devenir plus tard les biberons gigognes. Donc la naissance du projet était une idée que j'avais imaginée, brevetée et ensuite commercialisée. Et aujourd'hui, c'est plus que… Pas commercialiser le brevet. Et aujourd'hui, c'est plus que commercialiser le brevet, c'est commercialiser les produits. C'est une belle histoire, parce que finalement, on l'a vu, tu m'as montré tout à l'heure ce fameux carnet oui-oui que tu as gardé bien précieusement. Ouais. Il manque quelques pages et surtout la couverture, mais en tout cas, c'est un joli souvenir. Et alors, comment, quand tu es arrivé chez le fournisseur pour lui dire « j'ai une super idée de biberon gigogne », comment tu as réussi à le trouver et qu'est-ce que tu leur as dit pour les convaincre ? En fait, il faut faire un petit pas en arrière. C'est que, comme je disais, j'essaie de le dire tout à l'heure, au début, mon idée, c'était plutôt de vendre un brevet. Moi, je ne pensais pas rentrer jusqu'à l'étape de l'industrialisation auquel je ne connaissais absolument rien. Et j'ai été dans un très grand salon en Allemagne et j'ai rencontré tous les gros fabricants avec mon énergie, mon enthousiasme et le brevet un peu en poche. Et tout le monde m'a très bien reçu, les gens étaient super enthousiastes. Et, sauf qu'après, peu de gens m'ont rappelé. Mais j'ai rencontré à ce moment-là le responsable technique d'une société française qui s'appelait Tigex, et un type hyper intéressant qui lui croyait beaucoup dans le projet mais qui n'était pas décisionnaire. Et quelques temps après, Tigex a été racheté par une très grosse boîte qui s'appelle Nuc, qui est une boîte allemande. Et donc, il y avait des doublons de compétences entre la société française et la société allemande et la majeure partie de l'équipe française a été jetée quasiment du jour au lendemain. Et donc, ce directeur technique que j'avais rencontré alors que je voulais vendre mon projet, j'ai été en contact avec lui 5 ans plus tard. Et c'est lui qui m'a accompagné de A jusqu'à Z entre l'étape du brevet à la réalisation de ce produit. Parce que le chemin, il est quand même beaucoup plus long que ce qu'on imagine.
Il faut rencontrer les bons partenaires, il faut décider des bons matériaux, il faut faire les bons tests d'homologation. Et je pense que sans cette rencontre, et en tout cas sans cet accompagnement, ce monsieur s'appelle Philippe Julia et c'est devenu un ami. Sans lui, le projet n'existerait pas aujourd'hui parce qu'à moi seul, je n'avais pas les compétences pour aller d'une idée, d'un dessin jusqu'à un produit fini. Et donc, il m'a pris la main, on ne peut pas dire autrement, pour m'amener rencontrer les bonnes usines parce qu'il faut aussi quelqu'un pour vous présenter dans certaines usines. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, c'est un risque, c'est du temps. Et ils se disent, ce n'est pas tous les 4 matins quelqu'un qui vient les voir avec les projets qui vont accepter de prendre le risque de développer, de perdre du temps et de prendre des risques que le projet n'aboutisse pas. Et donc la caution de ce type-là m'a aidé à rencontrer à la fois le fabricant de biberons et le fabricant de tétines en silicone, qui est une boîte encore plus grosse, pour laquelle il fallait en quelque sorte être un peu coopté. Et puis surtout ensuite, il m'a plus que donné la main lors de toutes les turpitudes, les difficultés, les problèmes qui sont liés à l'industrialisation. Il y avait des moments où j'avais le moral dans les chaussettes. Et lui m'a dit, mais t'inquiète pas, ça fait partie du processus. Et quand il y avait des emmerdes, il n'y a pas d'autre mot, et ben, il était là pour qu'ensemble, on essaie de trouver des solutions. Et de sa propre expérience, on en a eu quand même plus que la moyenne. Mais enfin voilà, aujourd'hui, le produit il existe, il est amélioré, il est beau. Et c'est grâce à lui. Et je pense que se lancer seul dans une aventure industrielle, quand on n'a pas l'expérience, je ne le recommande pas. Ça vaut le coup d'être accompagné. Donc pour toi, c'est une de tes plus grosses difficultés d'avoir été dans l'industrie et de... Encore jusqu'à aujourd'hui, ça reste la chose qui me préoccupe le plus, qui prend le plus de mon temps, de mon énergie et des difficultés. Parce que le processus industriel, ce n'est pas quelque chose de stable. Il ne suffit pas d'avoir des moules et de fabriquer. Il y a tout le temps des difficultés. Un moule qui casse, une production qui dévie, des normes qui évoluent, etc. Pour moi, et de loin, ça a été la chose qui m'a piqué le plus d'énergie. Cette énergie, évidemment, que je devais dédier aussi à inventer de nouveaux produits, à commercialiser, à avoir des idées de communication, etc. Et donc, oui, clairement, ça a été le plus difficile. Et quelle chance j'ai eu de faire fabriquer en France. Parce qu'évidemment, la question s'était posée de savoir si ce produit que je voulais proposer, donc les biberons Gigone qui rentrent les uns dans les autres, est-ce que j'allais plutôt le faire en Asie à moindre coût ou est-ce que j'allais plutôt le fabriquer en France? Ça tombe bien, moi j'avais envie de faire en France, mais je peux dire aujourd'hui que même si ça m'a coûté beaucoup plus cher de fabriquer en France, en tout cas je parle de l'outillage, des coûts des pièces, etc. Si j'avais dû faire lancer le même projet avec ma taille d'entreprise, à savoir toute petite entreprise en Asie, le projet il serait mort parce que j'ai été déjà peut-être, allez au bas mot en 3 ans, 30 fois chez l'usine. On s'est parlé peut-être 100 fois au téléphone. Et lorsque l'on doit faire ça, alors qu'il y a un décalage horaire de 12 heures avec des gens qui ne parlent pas la même langue et qu'on ne peut pas se rendre sur place facilement, aujourd'hui le projet il serait mort et enterré. Et donc, quand le projet est un peu complexe, parce que les biberons, il n'y paraît pas, mais ça se joue au dixième de millimètre près pour que certaines pièces rentrent, tiennent la tétine, etc. Heureusement que j'ai lancé cette production en France. Donc finalement, on pose la question des difficultés, mais tu as aussi dit la chance que tu as eue. Et oui, parce que la chance d'avoir choisi de fabriquer français, ça a permis aux produits de voir le jour. Et aujourd'hui, le fait que les produits sont fabriqués en France, c'est aussi un des atouts de la marque. Notre premier set que nous avons commercialisé, c'est un set composé de 3 biberons, liberté, égalité, fraternité. Donc, il y a aussi un parti pris là-dedans et j'en suis assez fier de ce parti pris, je suis tout à fait content. D'autant plus que moi-même, je suis naturalisé français. Et donc, lorsqu'il a fallu sortir un set liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que j'ai pas entendu? Je pense que les gens se trompent parce que liberté, c'est très beau, égalité, c'est très beau et fraternité, c'est magnifique. Et d'avoir réalisé en France, c'est aussi un atout quand on vend en France. Aujourd'hui, on parle beaucoup de circuits courts et donc les gens sont assez intéressés d'acheter des produits qui ne viennent pas d'ailleurs. Les normes françaises sont parmi les plus exigeantes au monde. Et donc, le fait que l'on soit certifié par des laboratoires sur les normes européennes et françaises, c'est un atout. Et puis, la French Touch à l'international, ça raconte quelque chose. On vend déjà en Chine, en Japon, en Corée, aux États-Unis. Et dans tous ces pays-là, la France est désirée. Et quand on s'appelle le biberon français qu'on produit en France, c'est un atout en plus de la technicité de nos produits. Si on fait encore une fois un petit saut en arrière, il y a une quinzaine d'années, les biberons ils étaient en polycarbonate. Cette matière était très transparente, elle était très belle, elle était assez résistante, sauf qu'il y avait du BPA à l'intérieur.
Et du jour au lendemain, la norme est tombée et les fabricants de biberons ont dû tous, dans le monde, changer de matière. Et donc, ils ont tous basculé quasiment du jour au lendemain entre le polycarbonate, Burke, qu'il ne fallait plus utiliser, et c'est normal, au polypropylène, qui est une autre matière plastique, qui a à peu près les mêmes coûts, donc une matière qui n'est pas très chère, et qui ne contient pas de BPA, qui est facile à produire, et qui est une matière première qui n'est pas chère. Seulement, voilà, c'est une matière qui est un peu laiteuse, qui n'est pas très transparente, et qui surtout est un peu poreuse, c'est-à-dire qu'elle finit par absorber l'odeur et la couleur des aliments. Elle finit aussi un peu par se rayer, et même le marquage ne tient pas très bien dans le temps. Et donc, tout le monde a joué avec les mêmes règles du jeu. Donc, c'est comme ça que tous les fabricants ont basculé tous en polypropylène. Sauf que nous, quand on est arrivé sur le marché, on ne voulait pas utiliser du polypropylène parce qu'on voulait à nouveau avoir un produit qui soit transparent, parce que nos biberons ils rentrent les uns dans les autres. Et donc, il fallait qu'on voit le biberon le plus intérieur possible par transparence. Et donc, on a été chercher la matière que l'on aurait souhaité utiliser pour nos propres enfants, à savoir le copolyester, qui est une matière qui est entre 4 et 5 fois plus chère que les autres matières, que le polypropylène, donc elle est beaucoup plus chère. Elle est particulièrement difficile à produire. On a vraiment souffert. Quand je vous dis que j'ai été je ne sais pas combien de fois à l'usine, c'est en grande partie parce que cette matière n'est pas si facile que ça à transformer, en tout cas en biberon. Mais par contre, quand on y arrive, on a des avantages concurrentiels qui sont incroyables. C'est que cette matière, elle est hyper résistante, hyper légère, hyper transparente. Elle ne capte ni l'odeur ni la couleur des aliments, ce qui en fait des produits qui sont durables, on peut les garder très longtemps. Je vois pas mal de parents qui se bouchent le nez en donnant le biberon à leurs enfants parce que le biberon il pue, mais il n'y a pas de raison de donner à son enfant un biberon qui pue. Si on ne peut pas le prendre soi-même, on ne doit pas pouvoir le donner à ses enfants. Donc nos biberons, nous, n'ont pas ces inconvénients-là. Ils sont recyclables en fin de vie. Et d'ailleurs, on est en train de travailler avec une usine sur la recyclabilité complète, c'est-à-dire que c'est nous qui devrions gérer normalement l'année prochaine la collecte et le recyclage de nos biberons en fin de vie. Et puis, ils sont sans BPA, sans BPS et sans BPF, des bisphénols qui ne sont pas encore interdits par la norme, mais certains articles sont en train de monter et peut-être qu'ils seraient tout aussi nocifs que le BPA, et nous, on en est exempt. Donc, notre focus n'était pas d'attaquer le marché par le prix. On est venu en essayant de proposer le mieux que l'on pouvait, en se disant que les parents seraient prêts à rajouter quelques euros si le produit avait une valeur ajoutée suffisante. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivé sur le marché des biberons ? C'est que globalement, c'était un domaine sur lequel la majorité des marques se battaient simplement pour parler du système anticolique, qui est quelque chose d'essentiel dans un biberon, mais qu'aujourd'hui tout le monde maîtrise à peu près, et que du coup, c'était le seul focus. Et sinon, le design était presque toujours cuculapraline, c'est-à-dire qu'on est vraiment rose pour les filles, bleu pour les garçons, des petits pandas, des petits nounours et tout ça, et un peu nunuche à mon goût. Et donc, on s'est dit, nous, on va essayer de proposer le produit le plus technique possible, mais ce sont quand même les parents qui les achètent. Et donc, on va essayer de proposer une esthétique qui tape dans l'œil des parents et de la maman, parce que c'est 95% des cas la maman qui achète le biberon pour les enfants, pas encore les papas. Et nous, on pousse un peu pour que les pères se bougent aussi sur ce sujet. Mais enfin, on comprend pourquoi les mamans ont envie d'avoir la main sur ce sujet-là. Et donc, quand on est arrivé dans ce marché, on s'est dit, on ne va pas être capable, parce qu'on est trop petit, de se bagarrer en parlant de la technicité de nos produits, mais on va essayer de rentrer par le côté désirable. Et si on arrive à rentrer dans le marché par ce segment, il sera toujours temps après de parler de technicité. Et donc, en réalité, nous sommes arrivés dans un marché qui était déjà très concurrentiel parce que toutes les plus grosses marques existent en France. La France est un des pays dans lequel il y a quasiment toutes les marques qui existent sur le marché, en tout cas tous les très très gros players. Et quand je dis très gros, ils sont 1000 ou 10 000 fois plus gros que nous. Hein. L'échelle, elle est juste incommensurable. Par contre, ils vendent tous dans les mêmes endroits, à savoir chez des puériculteurs classiques, les grands magasins pour bébés. Alors autour de bébé neuf, Aubert, c'est globalement là où les puériculteurs proposent leurs produits. Dans la grande distribution, Carrefour, etc. En pharmacie et un peu en ligne. Sorti de là, ce n'est vendu nulle part ailleurs. Et nous, on s'est attaqué au concept store de ville, mignon, où il y a du conseil et où à la fois les mamans vont aujourd'hui chercher des produits différenciants avec du sens, du conseil, de la technicité et aussi le côté esthétique mignon. Et c'est ce segment-là que nous avons pris et nous l'avons
presque trusté. On est quasiment les seuls biberons aujourd'hui à être vendus dans plus de 400 points de vente qui sont des très boutiques très mignonnes, etc. Et du coup, aujourd'hui, ce positionnement par les boutiques leaders d'opinion nous a permis aujourd'hui d'intégrer aussi quelques boutiques de puériculteurs. Par exemple, on va rentrer dans plus de 5000 pharmacies les 4 prochaines années parce qu'on a signé un partenariat avec un gros laboratoire pharmaceutique qui veut rentrer le biberon français en pharmacie. Et on a déjà beaucoup de demandes par les pharmaciens qui cherchent aussi à avoir des produits différenciants et pas les mêmes que tout le monde trouve partout sur les plateformes comme Amazon, enfin un peu partout. Donc on a été un poil élitiste au début, mais ça a été notre stratégie pour faire connaître la marque et accélérer sa désirabilité. Je ne sais pas si le terme existe, mais ce pari a réussi parce qu'aujourd'hui on va beaucoup plus loin que simplement les petites boutiques concept store. Pourquoi un biberon français, le biberon français est différent? En plus du côté gigogne et gain de place. Alors, Avent et Mam, l'écrasante majorité de leurs biberons sont fabriqués ailleurs, plutôt en Asie. Donc évidemment, le consommateur qui est concerné par le circuit court et pour l'emploi local, etc., s'il achète du biberon français, il y participe grandement. Dans d'autres cas, c'est différent. La matière qu'on utilise, c'est le copolyester, comme je le disais, qui est hyper transparent, donc c'est une jolie matière, on voit ce que l'on met à l'intérieur, qui ne capte ni l'odeur ni la couleur des aliments, donc on peut garder longtemps un produit qui ne sent pas mauvais et qui n'est pas moche pour ses enfants. Un produit qui est inoffensif, en tout cas l'innocuité va au-delà de la norme, parce que justement ils sont BPA, BPS, BPF free. Tous nos biberons sont à colle large, donc ils sont faciles à nettoyer, il n'y a pas des recoins dans lesquels on ne peut pas accéder, quasiment une main de femme rentre à l'intérieur, un goupillon certainement, mais en tout cas ils sont assez faciles à nettoyer. Ils sont gigognes, donc quand on les achète par 3, pour le transport c'est 70% de gain de place. Donc quand on part en voyage, en week-end ou quand on les range dans un petit appartement parisien, ça prend beaucoup moins de place. Et puis la tétine, elle est en pur silicone médical avec 3 débits différents. Donc on n'a que 2 tailles de tétine, 0,6 mois et 6 mois plus. Et ça couvre les âges de tous les enfants. Ça évite aux parents d'acheter plein de références différentes, 0,3, 3,6, 6,9, 9,12, enfants on s'y perd et puis après ça ne sert pas très longtemps. Avec un système anticolique breveté qui est un des plus performants au monde aujourd'hui. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons développé, mais on a acheté le brevet d'un des systèmes les plus performants. Encore une fois, dans notre esprit d'essayer de proposer le produit le meilleur que l'on pouvait. Et donc aujourd'hui, on essaye du coup d'agglomérer dans notre catégorie de produits tous les points forts que l'on peut. Made in France, technicité de la tétine, innocuité de la matière, confort et usage d'utilisation pour le nettoyage et pour le transport. Et puis aussi l'esthétisme des produits. On a essayé de faire quelque chose qui plaît, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'acte d'achat, d'acheter un joli objet, surtout si on le garde. Alors tu parles de garder les produits. On fait quoi d'un biberon dont on ne se sert plus? Une fois que l'enfant ne se sert plus des biberons, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez en tête et peut-être d'autres développements prévus pour recycler le biberon, le réutiliser, l'upcycler? Oui, alors d'abord on a vu des vidéos un peu rigolotes, évidemment en verre doseur, le nombre de fois où les mamans nous montrent que le biberon il leur sert en verre doseur, parce que notre biberon 360 ml, c'est le plus grand biberon au monde, et curieusement c'est notre best-seller à l'unité. Je ne pense pas que les mamans les achètent pour verre doseur, mais c'est parce que les enfants utilisent le biberon de plus en plus tard. Donc on a des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qui parfois un biberon le matin ou un biberon le soir, parfois un grand frère ou une grande sœur, il y a la venue d'un bébé, il y a un petit retour en arrière. Ouais, il y a un petit retour en arrière pour se retrouver un peu, encore une fois, dans l'univers de l'enfance. Et donc les enfants utilisent parfois assez tard le biberon. Pour ce qui est du recyclage de la matière, on est en train d'aujourd'hui, on a trouvé une usine qui est capable de transformer nos biberons et de les transformer en caillebotis pour cochons. Donc ce sont des planchers qu'utilisent les élevages de cochons, et donc on sait au plus ce que vont devenir nos biberons demain. Et donc on est en train de travailler avec eux sur la collecte, et on est même en train de voir comment est-ce que l'on peut poster facilement un biberon en fin de vie sans devoir aller mettre toute une enveloppe, etc., pour ne pas rajouter des produits jetables, pour pouvoir les expédier directement à cette usine. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours de développement. Et on est un peu tête de pont là-dessus parce qu'on a aggloméré d'autres
marque qui fabrique aujourd'hui en copolyester, je pense notamment à Gobilab qui fait des gourdes, qui est avec nous, nous sommes en train de travailler ensemble pour essayer justement de mettre en place cette filière de recyclage de nos produits. Mais comme nos biberons, moi je considère plus que c'est de la vaisselle que des biberons parce qu'ils durent tellement longtemps qu'on peut les utiliser, je n'ai pas envie de dire à l'infini, mais presque. On est en train de développer un capuchon pour nos biberons qui, au lieu de mettre la tétine dans le biberon, on met un opercule étanche qui permet de transformer le biberon en pot de conservation. Et ça, c'est un usage sympa pour les parents parce que pas les confitures, les purées, les compotes, etc. Et puis nos biberons, ils passent très bien, ils supportent très bien les variations de température au froid, donc on peut même le mettre au congélateur si on veut. Donc ça transforme nos récipients en pot de conservation. Chez moi, par exemple, on range du riz dans mes biberons, on ferme ça et on range du riz. Et nous sommes en train de développer aussi un capuchon gourde qui sera adaptable sur n'importe lequel de nos biberons. Et ça permet à toute la famille d'utiliser nos flacons comme ils le souhaitent. Papa qui va faire du vélo, maman du yoga. Le flacon peut avoir une deuxième vie et n'a pas forcément besoin d'être recyclé tout de suite. Et donc tu parles de papa, de maman, du petit qui va au sport, enfin. Est-ce que autour de le biberon français et de tes clients, vous avez développé une communauté de parents qui se donnent des astuces, qui se donnent rendez-vous pour se voir? Comment ça marche? Alors ça c'est une très bonne idée, mais ce que l'on a pour l'instant, c'est une communauté Instagram qui grossit et nous, on n'a rien sponsorisé. Et donc 100% des photos que nous utilisons sur notre compte Instagram et donc du coup aussi sur notre site sont des photos de vrais utilisateurs. C'est-à-dire que les parents, ils aiment bien nous envoyer des jolies photos de leurs enfants avec nos biberons. Ils disent, vous avez les seuls biberons Instagrammables. Je ne savais même pas que le terme existait, mais voilà, apparemment ça va rentrer dans le dictionnaire bientôt. Et donc les gens nous envoient des photos d'utilisation de leurs produits. Et nous, à peu près une fois par an, on caste des gens pour leur poser des questions sur nos produits. Parce qu'on s'est déjà amélioré 3 fois au vu de ces interviews avec les mamans. On leur a demandé qu'est-ce qu'elles aimaient et qu'est-ce qu'elles n'aimaient pas ou qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et on a reçu beaucoup de retours. Alors quand il y a un retour atypique, on l'écoute, mais ça ne va pas forcément générer chez nous une décision d'amélioration. Mais quand il y a plusieurs retours qui vont un peu dans le même sens, on décide de mettre les bouchées doubles pour améliorer. Par exemple, nos capuchons, les gens les trouvaient trop durs, trouvaient que c'était trop difficile à enlever, donc on a rajouté une petite casquette, donc avec le pouce, on puisse faire basculer et les enlever, et ça c'est venu, non pas parce que les gens se plaignaient, mais parce que nous avons été chercher nos consommateurs pour leur poser des questions autour de nos produits. Nous avons aussi par exemple amélioré nos tétines, parce que nous avons voulu que nos tétines aient une forme naturelle, pour essayer de reproduire la forme du sein de la maman et qu'elle soit du coup hyper souple, hyper molle. Certains nous ont reproché qu'elle était parfois trop molle, alors nous avons décidé de rajouter des stries sur la tétine pour qu'elle garde à la fois la souplesse mais sans que la tétine ne s'enfonce. Vous pouvez la voir sur cette tétine-là, c'est notre nouvelle tétine. Et donc ça, on a été chercher. Et donc pour une marque qui en 3 ans s'améliore et puis il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus techniques sur le serrage de la bague, etc. Donc nous interrogeons nos consommateurs parce que vraiment notre obsession, c'est d'essayer de faire le mieux que l'on peut. Voilà. Et nous, en tant que consommateurs, on est souvent, on aurait aimé que des marques nous interrogent quand on a des choses à dire et raconter. Alors quand une marque fait la démarche, je trouve que c'est bien. Mais je retiens votre idée de dire que peut-être on pourrait organiser des choses autour des consommateurs et consommatrices entre elles. Toujours des rencontres avec les gens naissent des nouvelles choses. Donc, je retiens l'idée. Et en parlant de naissance, alors ce ne sera pas la naissance d'un enfant, mais aujourd'hui, alors, tu as eu une super nouvelle, en tout cas une super collab qui sort. Je trouve ça assez incroyable parce que c'est la collaboration avec Stella McCartney. Ouais. Donc, explique-nous comment ça s'est passé. Et je sais que tu en as d'autres qui arriveront dans les prochains mois. Alors, comment ça se passe? Qui est allé voir qui? Alors, on a eu du bol depuis le début. Lorsqu'on a lancé la marque en 2017, j'ai rapidement un associé qui est venu me rejoindre, qui est Cédric Staub, qui était le directeur commercial de Avent, donc le leader mondial de la biberonnerie.
et qui m'a dit tu es en train de faire avec le biberon ce que moi j'aurais voulu faire chez Avent et c'était pas tellement possible. Et donc on s'est rapprochés, on a travaillé ensemble et on s'est associés. Et lui, il a apporté la connaissance du marché et certains contacts, alors que moi j'ai apporté un peu de mon cahier oui quoi, avec les premiers dessins des biberons gigottes. Et on a eu en 2017 une première collaboration avec la marque Tartines et Chocolat qui nous a repérés dans un salon et qui nous a demandé qu'on fasse des biberons pour eux. Et donc on s'est dit, il y a peut-être aussi quelque chose à faire avec le biberon français, c'est-à-dire de faire des collaborations et de raccrocher les wagons avec des marques qui ont une histoire sympa, qui sont peut-être autour du Made in France ou qui ont quelque chose de raconter et puis forcément qui sont plus gros que nous. C'est-à-dire que nous on est un petit wagon et on va le raccrocher à une locomotive. Et puis après ça, on a eu Soledad Bravi que nous avons contacté spontanément, qui est l'illustratrice du magazine Elle et qui a un coup de crayon que nous on adore, parce qu'avec un minimum de choses, elle raconte des choses incroyables, qui nous a dessiné notre première collection, qui était Maman Bébé, et ensuite qui nous a dessiné l'année dernière une deuxième collection Papa Bébé, avec notre volonté que les papas se bougent un peu et que ça s'impliquent. Encore un petit clin d'œil. Voilà, on est Cédric et moi nous sommes deux papas, donc ça aurait été rigolo que nous-mêmes on ne mette pas en avant les pères. On va sortir dans un mois la maman afro avec son bébé pour que chacune puisse se sentir représentée. On a déjà montré les premiers protos et il y a un emballement autour de ça. On est vachement content de le faire, on regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et l'année dernière, on a fait une collaboration avec Inès de la Fressange que Cédric a rencontré par hasard dans un lancement chez Monoprix, parce que nos biberons sont vendus dans une 60aine de Monoprix qui sont un peu spécifiques autour du Made in France. Et il y avait un lancement de plusieurs marques, dont une collaboration entre Inès de la Fressange, qui représente le chic à la française, et Monoprix. Et Cédric l'a rencontré dans un cocktail, il lui a dit mais il faudrait qu'on se parle, que l'on fasse. Et ça a tout de suite décollé. Et c'est aussi Cédric qui, par l'entremise de sa femme, qui avait des contacts dans le groupe Kering, où était avant Stella McCartney, a réussi à envoyer une présentation et puis un biberon de ce que l'on faisait. Et quand l'équipe de Stella McCartney, je crois qu'elle supervise tout, a compris que nos biberons étaient durables, c'est-à-dire que ce n'est pas des produits jetables et qui ont vocation pour durer, alors elle a dit, avec cette catégorie de produits, dans l'univers de l'enfant, j'ai envie d'y aller. Alors on n'y croyait pas trop au début. Et puis non seulement on lance 2 collections avec elle demain, une collection qui sera vendue que par Stella McCartney, mais bien sûr écrite le biberon français X Stella McCartney. Et nous aussi, on lance une collection avec un design différent que nous allons commercialiser. Mais ils nous ont déjà envoyé le design de la prochaine collection que l'on fera avec eux, alors que les ventes n'ont même pas encore démarré. Et pour nous, c'est inouï. Nous-mêmes, on est un peu abasourdis parce qu'on est quand même une toute petite structure. Et raccrocher les wagons avec Stella McCartney, qui pour nous est la papesse de ce que l'on peut faire de mieux en termes de durable, d'éco-responsable, d'éthique, etc., c'est une très très belle prise pour nous. On est vraiment très contents de cette collaboration. Et ça, c'est Cédric qui a tenté, qui a essayé, qui s'est bougé. Alors, nous, on est une start-up, on tente des tas de choses. Beaucoup de choses que l'on tente n'aboutissent pas ou ne répondent pas. Et puis de temps en temps, il y a des trucs comme ça qui répondent. Et quand ça arrive, ça fait toute la beauté de l'entrepreneuriat. Et alors, pour conclure ce podcast, on adore poser une question qui est: quelle marque tu aimerais écouter dans le podcast ? Alors nous, quand on a démarré, on a rencontré une marque avec laquelle on a gardé des super bons contacts. On les trouve hyper forts en communication, en produits, en développement. C'est Nelmatic. Ils fabriquent des petits savons, ils font aussi des vernis lavables à l'eau, etc. Ils font des choses vraiment sympas. Ils sont un peu avant-gardistes en termes de distribution et ils sont sympas. Donc j'aurais vraiment aimé entendre Nelmatic raconter leur aventure. En tout cas, merci beaucoup Benjamin et longue vie au biberon français. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode avec Benjamin du Biberon français. On vous invite à rester connecté sur son site puisque de nouvelles collaborations arrivent et on vous dit à très bientôt pour découvrir une nouvelle initiative fraîche et pleine de sens.